Bienvenue à toutes et à tous à cette rencontre de foi et culture et bienvenue en particulier à Marie Vial qui vient nous rencontrer ce matin à l'occasion donc des représentations de ce spectacle intitulé Dans ce jardin qu'on aimait qui est présenté au cloître des Célestins dans le cadre du festival en sa 76e édition. Et donc nous allons prendre le temps durant cette heure d'évoquer ce spectacle et ce qui vous tient à cœur et dans ce spectacle et par ailleurs au gré de notre conversation de ce qu'évoque ce spectacle. Dans le cadre de ces rencontres foi et culture, la première de la saison avec Marie Vial, la seconde aura lieu donc le 19 juillet à 11 heures en cette Chapelle des Italiens avec Olivier Py pour le spectacle Ma jeunesse exaltée. Et puis dans l'entre-deux, nous aurons une rencontre très particulière au cinéma Utopia le 17 juillet, le dimanche 17 juillet à 11h, dans le cadre donc des territoires cinématographiques, une rencontre qui est intitulée Avec ou sans Dieu, où seront présentés en avant-première deux documentaires commandés par le Jour du Seigneur. Un documentaire intitulé Ce qui me lie à l'autre, le théâtre de Didier Ruiz, et c'est un portrait de ce metteur en scène qui a œuvré ici à Avignon ces dernières années. Et c'est un reportage, un documentaire de Stéphane Mercurio. Et l'autre documentaire, c'est Robert Chave, Comme il est beau, l'homme quand il ose, donc réalisé par Florine Clapp, donc une Avignonnaise qui nous offre le portrait d'un grand Avignonnais, le père Chave, fondateur des rencontres foi et culture, donc avec son amitié, sa connivence avec Jean Villard, occasion de ressaisir ce que fut le festival pendant bien des années, durant lesquelles ce jeune prêtre d'Avignon, ordonné en 1947 à l'âge de 23 ans, découvre le premier festival, ou plus exactement la Semaine d'Art, et ne cessera d'accompagner effectivement metteurs en scène, comédiens des années durant. Donc rendez-vous au cinéma Utopia le dimanche 17 juillet à 11h pour une rencontre avec les réalisateurs, Stéphane Mercurio, Florine Clapp, mais aussi Thierry Hubert, producteur en tant que producteur du Jour du Seigneur de ces documentaires. Une rencontre animée par David Millat, journaliste, et qui sera ouverte par Olivier Py en son tout début. Mais pour les médias, voilà, nous avons la joie de rencontrer Marie Vial. Veuillez m'excuser. Marie Vial. Ça m'arrive tout le temps. Voilà. Et je laisse la parole au frère Charles. Alors nous nous présentons rapidement le frère Rémi Valéjo du couvent de Lille et puis le frère Charles Desjobert du couvent de la Tourette, près de Lyon, région dont vous êtes originaire et puis où vous travaillez avec votre compagnie, même si vous êtes sur Paris, vous me disiez maintenant. Marie Vial, donc metteur en scène, comédienne, que certains d'entre vous ont peut-être découvert à Avignon déjà plusieurs fois, hein, puisqu'en 2016, vous étiez venu présenter déjà un texte de Pascal Quignard qui s'appelait donc La Rive dans le Noir. Et vous êtes passé, vous, alors beaucoup de la scène au cinéma, avec plusieurs travaux dans le domaine du cinéma, comme comédienne, aussi en travaillant comme metteur en scène, j'imagine, ou pas au cinéma, non. Pas au cinéma. Non. Avec récemment encore un Ulysse et Mona en 2019. Oui, c'était oui. Voilà, qui était aussi un film remarqué. Vous avez travaillé une première fois comme metteur en scène en interprétant donc le nom sur le bout de la langue de Pascal Quignard, et ça fait maintenant pas mal d'années, une quinzaine d'années, que vous travaillez en collaboration avec cet écrivain qui s'était fait remarquer, notamment évidemment en 2002 avec Les Ombres Errantes, qui avait eu le prix Goncourt à l'époque, qui est violoncelliste. Je crois que vous aussi, vous faites de la musique, évidemment on l'entend au chant, mais également d'un instrument de musique. Vous nous en parlerez tout à l'heure.
Je vais aller donc évoquer cette pièce que vous nous proposez dans le cloître des Célestins, qui s'appelle Dans ce jardin qu'on aimait, à partir donc adaptation d'un roman de Pascal Quignard de 2017, pièce qui a été inspirée de la vie d'un pasteur américain, Simon Peace Cheney. Alors la prononciation vous bon, alors ça passe. Simon Peace Cheney, donc ce pasteur, premier compositeur qui se saisit de ces chants des oiseaux et qui tâche de les transcrire en musique à partir du support habituel de la musique qui est la partition, mais aussi dans un livre écrit par sa fille. Alors ça, je ne sais pas si ça fait partie du roman ou de l'histoire réelle, mais ça, vous nous le direz également. Et ce pasteur, Simon Peace Cheney, qui va avoir une vie bouleversée puisque sa femme meurt en couche au moment où elle met au monde Rosamond, sa fille. Et cet homme s'enferme d'une certaine manière ou se clôt dans ce jardin, le jardin que sa femme aimait, et à partir de là va se mettre à l'écoute aussi, plus particulièrement de la nature qui l'entoure, jusqu'à ce que sa fille, Rosamond, atteigne l'âge que sa mère avait lorsqu'elle est morte. Et à ce moment-là, le pasteur, le père, demande à sa fille de partir, chasse sa fille, parce que son visage, tout son être lui rappelle sans doute trop sa propre épouse. C'est peut-être par là qu'on peut commencer tout de suite. Donc une pièce, un écrit de Pascal Quignard, en même temps un livre qui existe de Simon Peace Cheney, votre propre écriture aussi. Comment tout cela s'articule? Comment est-ce que vous ouvrez, vous déployez la figure du berger, du pasteur dans cette pièce qu'un certain nombre de vous ont pu découvrir ces jours-ci à 22h au cloître des Célestins? Oui, en fait, Simon Peace Cheney est un pasteur américain, donc il a écrit un livre qui est réel, qui s'appelle Wood Notes Wild, Notes de la forêt sauvage, où il a, voilà, c'était un des premiers à passer un temps infini à écouter les oiseaux, à noter toutes les observations des oiseaux et à tenter, parce que c'est vraiment une tentative, c'est impossible à faire, de mettre en partition et en musique ce qu'il entendait. Et donc son livre est assez bouleversant parce qu'il témoigne d'un homme qui est complètement ouvert au monde, dans une joie extraordinaire d'observation, de distinguer les différences, les infimes différences entre chaque chose. Voilà, et Pascal Quignard s'est inspiré de cet homme pour écrire Dans ce jardin qu'on aimait. Et il a écrit une fiction à partir de l'histoire de cet homme et à partir de ce livre. Voilà. Et moi, à partir du livre de Pascal Quignard, avec l'aide de David Tuaillon, qui a d'abord eu l'extrême délicatesse de traduire Wood Notes Wild, qui est donc écrit en anglais. Je ne suis pas suffisamment douée en anglais pour pouvoir comprendre tout. Et puis après, ensemble, on a travaillé à la structure et à comment justement inventer, à partir du livre de Pascal Quignard et du livre réel de Simon Peace Cheney, cette proposition qu'on fait du spectacle. Voilà. Et en fait, ce qui a été, j'avais d'abord fait une adaptation avec Pascal Quignard, parce que dans le livre, il y a 3 personnages. Il y a il y a un narrateur, il y a Simon Peace Cheney, il y a la femme de Simon Peace Cheney et il y a la fille. Et Pascal et moi avions décidé de resserrer autour du lien entre le père et la fille. La mère est présente dans l'adaptation, mais elle est présente, on parle d'elle sans cesse, mais dans le livre de Pascal, c'était la même actrice qui jouait la mère et la fille. Donc ça, on avait choisi ensemble de resserrer autour du lien entre le père et la fille. Et le gros mouvement qu'on a fait avec David Tuaillon, c'est c'est de poursuivre le geste que fait Rosamond dans le livre de Pascal Quignard, qui est de publier l'œuvre de son père. Moi, j'ai proposé que non seulement elle publie, mais surtout qu'elle adresse le livre, donc que ce soit elle qui devienne la récitante.
et qui disent voilà l'histoire de mon père, voilà ce qui s'est passé, c'est mon histoire, c'est maintenant, mais c'est arrivé il y a 200 ans. Ce qui est le propre de l'acteur, en fait, d'être ici, maintenant, dans une histoire passée, mais quand même ici et maintenant. Donc voilà, et donc à partir de ça, à partir du moment où c'était son histoire qu'elle racontait, où elle faisait comme une sorte d'appel pour évoquer son père et pour que son père soit là, arrive comme un acte. Tout va bien ? Oui. Comme un acteur arrive sur la scène, à partir de là, ça m'a donné la liberté aussi d'entrer dans le rôle de Rosemunde et de la faire exister et de la faire vivre. C'est-à-dire qu'à partir des observations de Simon Picciney, de son livre réel, et ben, je suis allée avec David Tuaillon fouiller dans des naturalistes, des philosophes qui parlent des oiseaux qui avancent, c'est-à-dire le temps ne s'est pas arrêté au fond. Les observations, c'est celles de Simon Picciney, c'est celles d'aujourd'hui dont on s'est nourri pour construire cette fameuse journée de travail entre le père et la fille où ils observent les oiseaux et voilà. Un travail de consonance aussi, parce que sont convoqués d'autres auteurs, voire des citations musicales voilà, dans cette écriture qui est la vôtre. Voilà, c'est-à-dire que, mais c'est vraiment une dynamique qui est propre au livre, c'est-à-dire c'est inscrit dans le livre de Pascal Quignard, le fait que la fille publie le livre de son père et qu'elle le complète et des dernières mélodies qu'il a écrites, ça je le dis et c'est dans le roman. Mais à partir du moment où je me suis donné la place de que ce soit Rosemunde qui raconte l'histoire, alors Rosemunde est quelqu'un qui observe, et donc il y a les observations de Simon Picciney, mais elles sont nourries des observations d'aujourd'hui. Donc par exemple, on s'est nourri de Vinciane Després et de la notion d'importance. Qu'est-ce que c'est d'écouter là maintenant ? Et qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose soit important et qu'on le prenne en compte et qu'alors ça ouvre le monde. On s'est inspiré de la notion de ritournelle de Deleuze, Baptiste Morisot, Bernie Krause et tout ce qu'il écrit qui est absolument magnifique sur les oiseaux comme ça qui s'accordent, qui prennent les fréquences des uns et des autres et qui trouvent leur place à l'intérieur d'un univers, ou bien encore de Baptiste Morisot, de Messiaen et de Jean-Claude Rocher, qui est un homme absolument merveilleux, qui est un des premiers à avoir comme ça enregistré les oiseaux et comment dire, composer des disques avec des chants d'oiseaux et de ces observations absolument insensées. Tout est nourri, mais tout parle du livre en fait, qui est vraiment et qui est dans l'écriture de Pascal Quignard, même dans les autres romans. C'est-à-dire moi, ce qui me porte dans son écriture, c'est qu'en fait, il a un regard sur le monde. Il le regarde, donc il le fait exister. Je crois que c'est ça qui me porte à chaque fois. Parce que sa précision fait que le monde est là. Et alors, si le monde est là et qu'on le regarde, on s'oublie un peu. Et c'est quand même ça qui est merveilleux, au fond. On se retire pour donner la place oui, à ce qui est contemplé. C'est plus des histoires d'ego, c'est vraiment des histoires vivantes, quoi, de rencontres. D'être là, au présent, de voir ce qui se passe, voilà. Et de s'accorder, c'est le mot effectivement que l'on entend au gré du spectacle et que vous avez vous-même utilisé dans ce cœur à cœur effectivement de correspondance entre le père et la fille, et puis cette âme errante de la mère défunte, et puis cette nature environnante. Tout s'accorde au fur et à mesure, alors qu'initialement il y a une distance qui s'instaure entre le père et la fille, et au fur et à mesure du spectacle, il y a des retrouvailles. Il y a même une rupture violente, on va exactement. dire. Exactement. Voilà, je voulais. Oui. Et donc des retrouvailles qui se font au gré de cette contemplation au fur et à mesure. Oui, mais cette contemplation, en fait, ce qui est intéressant et ce qui est pas évident à trouver, c'est qu'elle est extrêmement active, en fait. Et je vois même dans le jeu, ça demande une immense concentration et c'est très, très actif. Et c'est pareil, en fait, c'est ça qui est très intéressant dans l'écriture de Pascal Quignard, c'est que, et qui est au-delà de Dans ce jardin qu'on aimait, c'est qu'il parle souvent de retrait. C'est-à-dire, c'est se retirer, c'est se mettre dans l'angle du monde et être complètement en soi et soi-même dans sa sauvagerie pure ou dans sa singularité. Mais c'est pas nier le monde, c'est au contraire le regarder. Lui donner sa place. Et de par ce regard, voilà, le faire, waouh, le monde prend de l'ampleur.
Et c'est pareil, en fait, c'est une contemplation, c'est une méditation, c'est-à-dire c'est laisser la place au monde, mais c'est fait de façon extrêmement active. C'est-à-dire Simon Picciney, quand il regarde pas un peu, il regarde très précisément et il note toutes les mini-différences, et ça demande une grande vitalité et une vigueur extrême, en fait. Voilà. C'est pas passif, en fait. C'est-à-dire c'est un aller-retour entre une chose très dynamique, très active, et un abandon de soi. C'est d'autant moins passif qu'on intègre ce chant des oiseaux, comme vous le vivez vous-même en l'interprétant, et comme le faisait Olivier Messiaen, parce que je pensais au François d'Assise d'Olivier Messiaen, dans cette étude ornithologique à laquelle vous nous convoquez pendant le spectacle et que vous nous permettez de découvrir en le vivant de l'intérieur de ce que vous êtes vous-même en l'interprétant. Oui. Oui, parce que donc, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, hein, Marie, vous jouez évidemment, donc vous êtes la comédienne, l'acteur principal en duo et en échange avec Yann, donc un travail à la fois comme metteur en scène et comme comédienne, qui j'imagine n'est pas évident, demande un aller-retour, et on a l'impression que cette pièce s'écrit, en tout cas c'est la question qu'on se pose quand on vit la pièce, s'écrit à partir de ce chant des oiseaux qu'on découvre peut-être plutôt vers le milieu de la représentation. On a l'impression que c'est presque là le point de départ. Oui, c'est tout à fait juste que, excusez-moi, mais dans la mesure où votre il y a une spécificité de cette voix, une maîtrise de la capacité de pouvoir chanter à la manière des oiseaux, et qu'on découvre dans la pièce, et que vous faites merveilleusement. Et on a l'impression que ça démarre de là. Comment C'est tout à fait juste ce que vous dites, et je dirais que la rencontre avec Pascal Quignard s'est faite aussi autour de ça, c'est-à-dire que bizarrement son écriture est vraiment, puissante, presque monumentale parfois, et qui est de la poésie pure pour moi, mais en même temps ce qu'il recherche en permanence et dans tous ses livres, c'est ce qui se passe au-delà du langage, en dessous du langage, ou je sais pas comment dire, que le langage que le langage échappe. Et c'est particulièrement ce spectacle, c'est-à-dire le texte est là, il est puissant, mais c'est ce qui se passe entre les mots, ou c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on capte ailleurs. Le texte, il vient pour ouvrir ça. Et par rapport au chant des oiseaux, moi, ce qui m'a vraiment intéressée dans toutes les recherches que j'ai fait après, en écoutant Vinciane Després, ou justement en écoutant pendant des heures Olivier Messiaen, des oiseaux, Jean-Claude Rocher, c'est qu'en fait c'est perdu d'avance, c'est-à-dire de toute façon les oiseaux ils ont un organe qu'on n'a pas et qui leur permettent de chanter d'une façon incroyable. On ne vit pas dans la même dimension temporelle qu'eux, on n'a pas les mêmes oreilles, donc en fait on ne peut pas saisir tout ce qu'ils chantent, c'est ce que dit Jean-Claude Rocher. Donc on n'est absolument pas dans la maîtrise, c'est une tentative, c'est un essai, et ça c'est quelque chose qu'on avait travaillé aussi avec Pascal Quignard dans le précédent spectacle qui s'appelait La Rive dans le Noir, où il y avait avec nous des oiseaux sur scène. Ce qu'on voulait, c'est s'incliner devant les oiseaux. C'était pas du tout de montrer comment, parce qu'on avait des oiseaux qui passaient comme ça de l'un à l'autre, c'était pas du tout de montrer comment on les maîtrisait, mais plutôt de laisser le sauvage sauvage. Et voilà. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, par exemple, il y a deux personnes qui s'appellent les chanteurs d'oiseaux, qui c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais vraiment, c'est confondant. On a vraiment l'impression que c'est des oiseaux. Nous, c'est vraiment un autre point de départ. Parce que même des fois, c'est même pas vraiment les partitions qu'on fait. On fait comme on peut. On fait comme on peut, mais on est complètement habité par eux. Mais c'est raté. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est le saut pour aller vers. Une recherche de tonalité, et si j'emploie le mot tonalité, sauf erreur de ma part, de la manière dont j'ai reçu le spectacle, il y a un début que j'ai trouvé atone, et qui est l'atonie finalement du deuil aussi, et au fur et à mesure, on trouve le ton. Oui, c'est ça. La tonalité, jusqu'à la tonalité de la corde qui vibre sur le violoncelle, et qui est l'âme du violoncelle qui résonne, et dès lors une musicalité qui traverse le spectacle, et une musicalité qui s'éveille,
se déploie et nous emporte finalement. Oui, mais c'est juste parce que même, par exemple, en fait, j'avais demandé à Yann Boudot d'être comme ça pris dans le deuil, et même il ne bouge pas au début, il est immobile, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'en aller, il est saisi. Il est vraiment saisi dans une masse, dans un bloc de... Voilà, qui est le deuil. Et petit à petit, il va plonger à l'intérieur et petit à petit, la vie s'entête et revient. C'est le mouvement de Rosemonde. C'est aussi... voilà. C'est ce travail du deuil, il est perceptible dans la recherche aussi chez les personnages et chez le pasteur, chez Simon, de cette mémoire, ce souvenir qui au début est comme quelque chose qui effectivement l'encrasse, le tient complètement, et petit à petit, alors il y a cette phrase qui est très belle, hein, les douleurs sont elles-mêmes des chemins. En fait, comme on a un pasteur qui écrit, enfin en tout cas pour nous, dominicains qui regardions la pièce, on est sans cesse dans un balancement. Bien parce sûr. Que c'est très sourcé bibliquement. Hein, on commence d'ailleurs par le auditer et puis qu'il entende, celui qui a 10 oreilles. Oui, ça commence par un sermon et ça se termine par un sermon. Et ça se termine par un sermon. Donc on a celui qui a des oreilles qui l'entendent, on a quelque chose même d'assez austère, hein, du sermon du départ, et puis ensuite cette idée que finalement tout peut devenir musique, que les sons vont venir nous chercher, et puis la violence de cet homme qui se frappe. À un moment donné, on a cette scène étonnante où il se frappe en disant « Je frappe pour faire revenir les souvenirs, pour faire tomber la poussière. » Et puis cette idée qu'il suffit d'un cri pour que naisse la prière. Et ça, il y a un combat de cet homme pasteur qui à un moment donné semble se détourner de Dieu finalement pour aller chercher la nature, qui elle va être la contemplation qui à nouveau le réconcilie avec le vivant, et en même temps, petit à petit, dans son cri, naît à nouveau la prière, pour lui et pour elle, oui. Sans doute. Parce que le spectacle est aussi, la pièce est aussi traversée beaucoup par le thème de ce qu'on a appelé entre nous l'appel. C'est beaucoup dans le texte, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire, et c'est aussi quelque chose dont parle beaucoup Pascal Quignard, c'est-à-dire de dire que l'art n'est pas adressé, et qu'il y a une forme, et c'est ce que font les oiseaux, ils chantent, c'est comme ça, c'est un « je suis là, je suis au monde », et c'est comme ça, comme avec, et c'est avec une, oui, c'est péremptoire, et c'est avec une résonance, voilà, et de laisser la résonance se faire, en fait, être au plus bas, avec la plus grande amplitude, et donc ce cri, cet appel, je dis ça au début, pour la beauté de la nature, il avait délaissé Dieu, il répondait à l'appel des chants de la forêt et des vagues. C'est-à-dire, c'est répondre à un appel, et c'est émettre un appel sans le diriger vers quelqu'un. Mais quand même émettre un appel, et peut-être quelqu'un s'en saisira, et peut-être il y aura une rencontre. Peut-être. On retrouve, toute proportion gardée, quelque chose d'assez équivalent dans l'art des pré-raphaélites, et on reste dans le milieu anglophone, et c'est vrai que m'a traversé l'œuvre, ne serait-ce que le sol, pour parler scénographie, donc de ce cuivre où l'on voit la trace de l'eau avec l'oxyde qui forme des seins, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce tableau de Everett Millais, Ophélie, qui est dans les eaux, qui est dans la nature, et où tout se confond, où tout se répond. Et pour reprendre ce que vous évoquiez au tout début, sur l'impossibilité d'être oiseau dans leur chant qui leur est propre, Auguste Peugène, donc, qui est un des auteurs choyés par les pré-raphaélites, dit « Il est impossible d'égaler les œuvres de Dieu, et les formes naturelles des feuilles et des fleurs doivent être plus parfaites et plus belles que toute invention de l'homme. » Et je trouve là ce que vous évoquiez avec le chant des oiseaux, et cette œuvre des pré-raphaélites, que ce soit Rossetti, Hunt ou Millet, qui sont enracinés dans un écrit The Germe en 1850, où on évoque ces auteurs, Shakespeare, Homère, mais aussi Geoffrey Chaucer, qui au XIVe siècle écrit un texte, Le Parlement des oiseaux,
Donc je trouve que là on est dans toute une tradition par réminiscence, consonance de mon côté, avec cette oreille, qui me donnait du relief à ce spectacle dans ce que vous évoquiez par vous-même. Je vous écoute avec grand intérêt parce que je n'avais pas les mêmes appuis que vous, mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous Parce que précisément, on est dans un milieu anglophone avec oui. Pézet, et je trouve que là, il y a cette âme anglaise ou cette âme anglophone oui. qui résonne parfaitement avec cette peinture de la première moitié du 19e siècle, mais qui se poursuit quand même à la fin du 19e, et on trouve quelque chose de consonant. Mais ce qui me touche beaucoup dans ce que vous dites, c'est que, comment dire, parce que vous êtes partie de la scénographie, et c'était vraiment pour permettre, en fait, Yvette Rochleit, avec qui j'ai travaillé, quand elle m'a proposé ce sol de cuivre, en fait, elle a pris comme point d'appui le sensible, c'est-à-dire quels matériaux on pouvait utiliser et qui fassent qu'on pouvait regarder le sol comme on regarde le ciel, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qu'on puisse contempler et qui soit en même temps tout à fait concret, c'est-à-dire voilà, je peux poser un micro. Quand je pose un micro sur ce sol-là, alors il y a un appui, ça permet une dynamique, ça permet aussi d'être dans de la réalité. Et en fait, du coup, c'est vrai que, et c'est ça qui est compliqué à faire passer dans le jeu, c'est qu'il faut à la fois diriger l'écoute et en même temps vraiment laisser la place à chacun d'aller dans ses propres rêves et dans ses propres... C'est vraiment ouvert, c'est-à-dire dans ses propres références, dans ses propres... avec son monde à soi, quoi. Et ce que permet, quand on peut s'absorber, chacun dans un nuage voit la forme qu'il a envie de voir, la forme qui est en lui. C'est pas une forme qui est assénée, c'est une forme que chacun découvre. Et c'est pareil avec le sol, et voilà. Ce sol, il est prodigieux en fait, il est assez prodigieux dans la scénographie parce qu'il a une puissance. Moi au début, pour tout dire, j'ai cru que c'était du bois peint. Et puis au fur et à mesure que la lumière et que l'intensité augmentent, on réalise que ce cuivre, quand il s'oxyde, finalement, devient eau. En fait, c'est des feuilles de cuivre très, 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 très fines qui sont collées sur du bois. Mais bon, au début, on voulait les mettre direct, mais c'est pas possible en fait à cause de la chaleur, à cause de la pluie. Donc en tous les cas en extérieur, c'était pas possible. Mais c'est des fines feuilles de cuivre que Yvette a oxydées. Voilà. Je repars parce qu'on parlait de l'anglais. Alors il y a ce refrain un petit peu entêtant qui est presque le chant des oiseaux à la manière de l'homme, hein, qui est aussi, lui, il y a un moment donné où vous dites le chant des oiseaux, les oiseaux sont très sûrs de la leçon qu'ils donnent. Il y a une espèce d'évidence dans le chant des oiseaux qui est assez perturbante parce qu'ils chantent tout le temps la même chose, en même temps ça change sans cesse, on n'en perçoit que très peu, et c'est là. Et il y a un refrain dans la pièce hein, qui est ce « Oh, how high, solitude adore ». Alors peut-être vous pouvez nous dire deux mots de ce refrain entêtant qui, alors nous on a fait quelques recherches, alors on a des clés de réponse. Mais Alors en fait voilà, donc, tout ça est venu du choix que j'ai fait et qu'on a fait après avec David Tuaillon, que ce soit Rosemunde qui décide d'adresser l'œuvre de son père et donc qui devienne la récitante, celle qui est à la fois actrice de ce qui lui arrive et qu'en même temps qui dise « regardez ce qui m'est arrivé ». Voilà. Et en fait, voilà, donc il fallait construire un espace pour Rosemunde. Qu'est-ce qui lui arrive quand elle est à New York? Et puis, en fait, je me suis replongée dans l'œuvre de Pascal, où il écrit quand même des personnages féminins assez extraordinaires. Il avait écrit une pièce qui s'appelait Princesse vieille reine que j'ai interprétée avec des rôles féminins sublimes parce que les femmes sont dans leur espace à elles. Voilà. Et donc dans les solidarités mystérieuses, il y a une personnage qui s'appelle Claire, voilà, qui est de plus en plus libre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a emprunté à un autre livre de Pascal, où elle chante ce refrain « Oh, how I solitude adore », qui est le fameux chant de Purcell. Mais on n'a pas mis le chant, c'est le texte de Catherine Phillips. C'est le poème, en fait. Voilà. Et donc, du coup, elle a sa propre traversée de solitude, qui n'est pas du tout la même que celle de son père, mais qui est aussi un événement qu'elle traverse, qui, à partir de cette chute, elle
elle invente son propre espace et elle invente son geste à elle. Alors, Purcell est convoqué et incidemment en ourtexte, sauf erreur de ma part, Rosamonde, c'est Schubert qui est convoqué en fait. Ah, je ne savais pas, sans doute. Enfin, Peut-être. sauf erreur de ma J'y ai part, mais pas pensé. pour un pasteur qui est passionné de musique, Rosamonde, pour moi, ça évoque en premier lieu effectivement un quatuor de Schubert. Eh bien, que je ne connaissais pas. Je suis ravie. Je vais y penser. Et dès lors, effectivement, il y a une place particulière à l'œuvre musicale, et notamment vous terminez par le violoncelle, après que soit intervenue une cornemuse. Alors, qu'est-ce qui a guidé ces choix dans la mise en place de ce spectacle? Guider ses choix par mon intuition, je ne peux pas vous dire grand-chose, si ce n'est que, voilà, après Pascal Quignard a écrit Dans ce jardin qu'on aimait en pensant que j'allais interpréter les deux rôles, et voilà, et je joue du violoncelle depuis que, voilà, donc ça c'est une chose qui est dans le livre, de dire que Rosamonde est devenue professeure de violoncelle. Après, l'image de la fin, je ne l'avais pas du tout prémédité, vraiment pas. Et ce qui est étrange, c'est que le premier travail qu'on a fait avec Pascal Quignard était Le nom sur le bout de la langue, et où j'arrivais derrière mon violoncelle et je chantais le chant des oiseaux de Pablo Casals. Voilà. Et c'est drôle parce que ça se termine comme ça et c'était pas prévu. Oui. C'était pas du tout prévu que je termine avec mon violoncelle et la cornemuse. Il se trouve que Yann Boudot joue de la cornemuse, mais je ne savais même pas quand je lui ai proposé le rôle. Et vraiment le mélange cornemuse-violoncelle, qui est quand même assez improbable, il ressemble aussi à nos personnalités et à cet accord qu'on doit trouver et retrouver chaque jour entre nous. À partir de deux mondes très différents. Alors, je reviens sur cette question de Dieu parce qu'elle réémerge régulièrement, et puis ensuite on fera circuler la parole pour que vous puissiez aussi vous poser des questions à Marie Vial. Le pasteur, à un moment donné, on sent donc qu'il cherche dans la nature un autre visage de Dieu ou autre chose, sans que la nature soit... on n'est pas dans une adoration de la nature. Il n'y a pas de culte rendu à la nature, c'est plutôt un lieu d'émergence, d'écoute, d'ensauvagement aussi peut-être, enfin, où se dire, voilà, on retrouve quelque chose du sauvage que le pasteur avait perdu, et qui est la vie même, ce wild qui est si nécessaire. Et il y a cette phrase assez énigmatique et profonde, hein, le vrai nom de Dieu, c'est le commencement, et le commencement commence avant Dieu même. Le vrai nom de Dieu, c'est le commencement, et le commencement commence avant Dieu même. Et alors, évidemment, hein, quand on entend ça, et quand on sait que le jardin s'appelle Genèse, ce commencement, hein, c'est le Enarché, c'est le Bereshit bara, c'est le In Principio, c'est le début dans le livre de la Genèse. Hein, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et effectivement, on a au commencement qui commence avant Dieu même. Et alors ce travail-là, je ne sais pas comment vous l'avez, comment vous le relisez, hein, ce au commencement, Dieu créa, ou alors au commencement était le Verbe chez Jean, mais on a vraiment ce au commencement, Dieu créa, qui nous dit quelque chose de ce enarché au principe, mais au commencement non pas comme simplement un début, mais comme au principe à la tête. Alors, je vous parle avec de là où j'en suis, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout votre savoir, mais ce que j'arrive à rejoindre en vous écoutant, c'est que je crois que justement, dans l'écriture de Pascal, ce fameux commencement, ou cette recherche de la source, de l'origine, permet un abandon de soi. Et le peu que je sache, ou par exemple, voilà, les lectures que j'ai faites de la Genèse, en fait, même sans rien connaître, ça me fait ça me produit ça, une espèce de beauté plus forte que moi. Voilà, et donc pour moi, ça se rejoint là, à cet endroit-là. Et
Et je crois que c'est ça aussi, et ça rejoint, je sais pas, le merveilleux du monde, le ravissement qu'on ne peut pas nommer, en fait, ou qu'on ne peut pas saisir, ou qu'on ne peut pas contrôler, ou qu'on ne peut pas diriger, et qui est, voilà, qui est l'inverse de la toute-puissance, et qui finalement rejoint le vivant pour moi, et permet de supporter de vivre, en fait. Voilà, donc je peux juste vous dire ça sans avoir aucune... c'est vraiment de la sensation pure. C'est de la sensation pure que en travaillant les textes de Pascal Quignard, ou en comprenant ce que vous dites là, sur ce que vous dites. Après, vraiment, Pascal Quignard, dans toute son écriture, il est dans cette... il distingue toujours le sauvage et la société. C'est-à-dire, c'est ça aussi, pouvoir créer, c'est pouvoir se retirer de cette répétition du même qu'exige parfois la famille, le clan, la société, où il faut tenir une fonction, où il faut jouer un rôle, où il faut rentrer dans certaines règles. Voilà, la création, elle est hors de ça. Ça ne veut pas dire qu'on a chacun des rôles à tenir, hein, on est bien obligé, mais l'art, il est juste un pas en dehors. C'est la différence entre le jaillissement, la source, voilà. et la forme. Oui, c'est le jaillissement qui cherche. Oui. C'est pour ça, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la rupture, ça vient d'un coup. C'est d'un coup que ça arrive. Ça s'est préparé avant, mais crac, c'est pas... Ou quand elle revient parce qu'elle revient. Il n'y a pas d'explication. Elle revient parce qu'elle doit être là. Oui, déchirure et séparation créatrice, d'une certaine manière. Naissance. Un mot sur je crois que c'est une des dernières choses qu'on entend, hein, ce papa, je vais arroser le jardin. J'ai trouvé ça absolument splendide, cette phrase qui à la fois nous renvoie au début de la pièce, hein, où on est avec le bruit de l'eau, parce qu'on est d'abord saisi par le bruit de ce qui est matériel avant que les animaux et que les oiseaux surgissent d'une certaine manière. C'est d'abord l'eau qui coule, qui vient nous rattraper. Enfin, c'est vrai qu'on entend les criquets au début. Enfin, on entend les criquets, mais ça c'est très important parce qu'en fait les oiseaux arrivent petit à petit, c'est-à-dire que c'est d'abord le chant de la goutte de pluie, du vent. C'est-à-dire que c'est pas la... Parce que ça c'est très important, vous avez précisé aussi que la nature elle n'est pas adorée, magnifiée, parce que c'est, je veux dire, la nature c'est l'air qu'on respire, c'est les cellules dans notre corps, c'est notre peau, c'est les objets, c'est tout, c'est pas la campagne ou la ville, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, ou c'est pas l'opposition authenticité technique, c'est pas du tout ça. Et donc effectivement, c'est les oiseaux, il se trouve qu'après les oiseaux prennent de plus en plus de place et de toute la place, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Simon Peace Cheney a écrit même les choses inanimées ont leur musique, c'est-à-dire toute chose déposée dans ce monde a sa propre musique. Voilà. Et dans ce papa, je vais arroser le jardin, en fait, on est à cheval, on est dans le monde biblique aussi. Parce que c'est plus le jardin simplement qu'on contemple ou dans lequel on est libre, mais il y a un travail. Et on voit cette femme au travail, ou cet homme au travail, voilà, je vais arroser, je collabore à cette œuvre-là. Et c'est très humble comme travail, parce qu'arroser un jardin, c'est finalement simplement prendre ce qui est déjà là et le placer là où ça peut porter du fruit, où ça va donner du fruit. Et je trouve que dans un raccourci absolument très fort, ce papa, alors je ne sais pas si c'est christique, parce que est-ce qu'on entendrait presque Jésus dire « Papa, je vais arroser le jardin », je ne sais pas, mais il y a quelque chose de ça. Hein, de l'homme qui travaille à la vigne aussi, évidemment, on entend toutes les paraboles aussi bibliques de je travaille à l'œuvre de cette création-là qui m'échappe aussi. Dans le livre de Pascal, donc dans le livre Dans ce jardin qu'on aimait, il dit une très belle chose, que les rivières changent de nom au cours de leur parcours. Voilà. Et que les émotions, donc c'était le jardin de la mère, de la femme, le jardin du père, et puis ça devient le jardin de la fille. Et moi, ça me raconte que c'est quel soin on prend du monde
comment on le regarde, et c'est ça qui se poursuit, c'est qu'un regard poursuit un autre regard, qui poursuivra un autre regard, et c'est ça, être au monde, enfin c'est ça qui se... Et ça se traverse, c'est pas qu'une chose filiale d'ailleurs, c'est une chose de ce qui se passe entre les gens, du voisinage et du être ensemble en fait. Alors, cette expérience du jardin, certains l'ont faite in situ au cloître des Célestins lors des représentations dans ce jardin qu'on aimait, avec Marie Vial. Mais nous avons peut-être aussi nos jardins secrets et ce que vous avez entendu peut résonner effectivement avec ce que vous vivez ou ce que vous présentez. Alors, au gré de l'expérience du spectacle lui-même que vous avez vu ou que vous verrez, ou peut-être de ce que vous vivez par ailleurs, l'un ou l'autre veut prendre la parole pour échanger avec Marie Vial sur ce qui a été dit. Oui, ben, voilà, moi, je ne sais pas si on entend. Oui, on entend. Très bien. Voilà, donc, à travers ce qu'on vient d'écouter, il y avait quelque chose qui s'éclairait, c'était la rupture qu'on a au début. Moi, voilà, cette souffrance qui lui tombe dessus et qui l'enferme et qui s'approprie. Et puis, vous avez employé le mot d'abandon. Petit à petit, on faisait le même parcours, je crois, que lui, quoi. On abandonnait cette souffrance qui peut nous enfermer pour entendre autre chose, une voie de sortie, une voie de donner du sens à ce qu'il n'y en a pas. Donc on faisait le même parcours que ce pasteur. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et puis après, il y avait quelque chose qui m'intriguait, c'était quand même l'absence des autres dans ce chemin, quoi. C'est un chemin de réconciliation pour lui, pour le deuil, chemin de réconciliation aussi avec la nature, mais je trouvais qu'il manquait aussi, ou c'était peut-être pas l'angle d'attaque de la mise en scène, mais ouverture un peu aux autres, quoi. C'est une question que je me posais. Mais ouverture aux autres, j'arrive pas bien à saisir ce qui vous a manqué réellement, c'est-à-dire dans le texte, parce que justement il se retire du monde, mais sans nier le monde, tout en étant pleinement au monde et tout en offrant le monde aux autres, même de par son livre en fait, et puis les oiseaux sont des êtres autres. Qui ne sont pas des humains, mais qui sont des êtres autres. J'arrive pas exactement à saisir votre question. La place des autres, on n'entendait pas les paroissiens qui rencontraient. Enfin, on aurait presque pu dire c'est un chemin vraiment solitaire qu'il fait. C'est un chemin absolument solitaire. Voilà. Et de même que Rosemoon est un chemin absolument solitaire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Parce que c'est l'endroit qui est cherché, l'endroit de la création, donc c'est un espace de solitude, de sauvagerie interne, de quitter les fonctions, de quitter les obligations et d'être dans un geste propre avec toute la sauvagerie que ça contient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et avec toute la violence même que ça... Oui. Excusez-moi si vous en avez déjà parlé, parce que je suis arrivée en retard. Moi, on en a discuté en groupe, et c'était la symbolique de l'alliance qu'elle demande à son père à la fin. Oui, c'est la symbolique de l'alliance qu'elle demande à son père à la fin. On en a discuté parce qu'on l'a vu en groupe, et on avait des interprétations très différentes. Mais vous en avez peut-être parlé au début. J'en ai pas du tout parlé, mais c'est intéressant. Votre question est intéressante parce qu'il y a quand même le thème de l'inceste. Et Pascal Quignard dit c'est un conte de peau d'âne à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il a du désir pour sa fille, parce qu'elle atteint l'âge de sa mère, et puis elle est belle, elle est rayonnante, elle a 24 ans, 28 ans, il la chasse. Il la chasse brutalement.
Et il la chasse pour rester dans le souvenir érotique de sa femme et ne pas être dans le désir de sa fille. Donc ce thème-là de l'inceste, il parcourt, il est présent tout le temps. Parce qu'après, ils reviennent et d'une certaine manière, leur création, après, ils sont en fusion. Ils sont en fusion avec une autre matière qui est la matière musicale et qui est la création. Ils créent ensemble. Donc ils sont dans c'est pas un rapport incestueux, comment dire, de corps, mais il y a un partage et il y a une fusion dans la composition de leur livre. Et en fait, je vous avouerai que cette zone-là, cette chose sur l'inceste, elle est dans le livre. Et moi, dans l'adaptation, je l'ai laissée exister pleinement. C'est une zone que je dirais floue, parce que je n'ai pas voulu justement en avoir une interprétation précise. Je l'ai laissée inconsciente. Et c'est volontaire. Mais je sais que ça apparaît aussi dans la nudité que j'ai quand j'attrape le corps du violoncelle avec le fantôme du père, dans nos corps où on est habillé pareil, avec les chemises. Donc elle existe, mais j'ai voulu la laisser résonner comme ça dans sa plénitude sans la diriger. Et à vrai dire, si chacun se positionne différemment, tant mieux. Quelque part, je peux dire que je n'en pense rien. Mais je n'en pense pas plus que c'est des zones troubles qui traversent nos rêves, qui traversent nos fantasmes, qu'on étudie plus ou moins de près, qui nous inhibent plus ou moins, qui nous donnent plus ou moins de force créatrice, mais c'est encore une chose qui n'est pas maîtrisable totalement, dont on ne peut pas tout à fait s'approcher. Il y a d'autres réactions? Oui. Alors oui, moi je vois beaucoup mieux d'ici que vous. Donc on a une dizaine de personnes qui ont pu le voir. Moi je l'ai vu hier soir, le spectacle. J'ai trouvé la première partie. Oui, excusez-moi. Je l'ai vu hier soir, ce spectacle. J'ai trouvé la première partie un peu longue. La deuxième partie, quand il y a l'expression musicale des oiseaux, est quand même tout à fait différente. Après, moi, j'ai une question, mais c'est de la pure curiosité. Comment on fait pour choisir son partenaire de scène? Alors hier, déjà, il nous est arrivé quelque chose de compliqué, c'est que quelqu'un a fait un malaise. Donc, il y a un moment donné, c'était très compliqué pour nous de jouer parce qu'il y a eu Donc il y a eu un trou au niveau de l'écoute très fort au moment, qui a donc fait que cette première partie paraissait un peu longue parce que c'était très compliqué de continuer à jouer avec, voilà. Vous le sentez vous-même quand il y a un trou dans l'écoute. C'est quand même, oui, ça casse quelque chose, quoi. Ça casse le jeu puis ça casse l'écoute. C'est vraiment quelque chose qui se fabrique ensemble en fait. Hein. Moi, je vois bien en tant que spectatrice, j'ai pas toujours la même ouverture. Et des fois, donc c'est un accord encore, c'est un accord entre les gens qui jouent, les gens qui écoutent. Donc évidemment, c'est difficile. Et parce que le spectacle est construit vraiment sur, ça n'impose rien. Donc ça demande pour nous une grande vigilance. Et vraiment, je vois la différence de qualité quand on est à l'endroit exact, qui est exact ce jour-là, avec les gens qui sont là et avec notre propre énergie, qui n'est même pas quelque chose qui est totalement reproductible. Et puis les moments où c'est moins précis, c'est-à-dire c'est pas dirigé de la même manière. Ça demande une énorme vigilance. Pourquoi je vous disais ça? Comment on fait pour choisir son partenaire? Je sais pas. Ça dépend des gens, ça dépend de... Voilà, moi je cherchais... j'étais curieuse de trouver quelqu'un avec... je ne sais pas comment on fait en fait. Je peux vous dire comment on travaille après. Mais c'est un mélange de hasard, de rencontres, de gens qui nous... Après, Yann Boudot est un très grand acteur, donc je le connaissais. Et après, pourquoi d'un seul coup c'est lui? C'est une part de mystère. En tous les cas, travailler... Ce que je peux vous dire, c'est que là, travailler avec quelqu'un en étant sur scène avec lui et en même temps en assumant la mise en scène, ça demande
Ça demande à la fois de l'exigence et du lâcher-prise parce que je ne peux pas tout contrôler. Et voilà, par exemple, il faut que je respecte l'espace de jeu, qui est un espace un peu sacré, je dirais, où il y a une zone où il faut pas... Je ne peux pas lui dire des choses comme si j'étais à l'extérieur, parce qu'il doit garder un regard vis-à-vis de moi qui est totalement... Je ne sais pas comment dire... qui est empreint de rien d'autre. Il doit totalement oublier que je fais la mise en scène quand il joue avec moi. Donc, non, il n'est pas simple, mais il est passionnant et moi je le revendique parce que sinon toutes les mises en scène se ressemblent. Donc c'est tout à fait possible de jouer et de diriger. Enfin, d'autres l'ont fait avant moi et d'autres le feront après. Et voilà, et Molière, il écrivait les pièces, il jouait dedans et il les mettait en scène. Donc après, tout il a va une bien. oreille très développée parce que c'est aussi un musicien, il y a une capacité d'écoute et d'interprétation des sons qui Oui, arrange puis c'est un bien grand les acteur. choses. C'est Ouais, un grand c'est acteur sûr. surtout. Et c'est voilà. Après, le mouvement est très beau, quoi. Hein. Il y a de très jolies choses. Merci. Merci. Je n'ai pas encore vu la pièce, ça me donne vraiment envie. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu un chant des oiseaux ou c'est très difficile pour vous de nous faire entendre les oiseaux? Là, Oui, je peux c'est pas pas. possible. Non. Il faut y aller, quoi. Non, j'arrive pas à le faire là, comme ça. C'est impossible. Bon, Vous allez venir, donc c'est parfait. d'accord. Ben, on ira. Et puis après, il y en a plein qui chantent tout le temps et c'est beaucoup plus intéressant que ce que je vais faire. Oui, qui sont magnifiques et qui nous portent, je dois dire, comment dire, je peux pas dire si c'est... Il y a quand même une forme de verticalité assez impressionnante dans le lieu parce que c'est voilà, c'est une création, c'est quelque chose d'arriver à Avignon, de créer un spectacle et je dois dire que ce lieu, on entre et il y a quelque chose qui est où il y a du plus grand que soi et le plus grand que soi, ça marche à tous les coups, ça porte, ça. J'en profite justement sur cette question de lieu. Comment est ce lieu vous est donné? Est-ce qu'il est donné en amont? Est-ce qu'il est donné la pièce est déjà là, la mise en scène est déjà là? Bah, c'est un aller-retour en fait quand le festival d'Avignon a choisi d'accueillir le projet. Je suis venue l'année dernière, on a regardé des lieux et puis de fil en aiguille, on a choisi de le faire au cloître. Moi, j'ai demandé de le faire en extérieur et ici, et puis ça a été accepté. Et après, pendant toute la préparation du spectacle, en fait, on avait toujours le lieu en tête. La scénographe justement avait fait une maquette du cloître, et on a vraiment et je dois dire que, mais parce que c'est aussi dans la pièce, c'est-à-dire à un moment donné, Simon dit quand on écoute un oiseau, c'est à ce moment-là, à cet endroit-là, avec la végétation qui a lieu ici, avec les échos, voilà. Et donc le lieu est fondamental. L'instant, mais le lieu, c'est cet endroit-là, ce moment-là, avec les gens qui sont là, c'est comme maintenant, c'est maintenant, dans cet endroit-là. Et donc on a vraiment sans cesse pensé. Et après, ce qui est formidable, c'est que par exemple, on avait pensé au vent, mais quand on est dans le réel, c'est quand même encore une autre histoire que ce qui se passe dans notre tête. Donc c'est un accordage encore nouveau. Et donc quand on fait une création pour Avignon, enfin le lieu fait partie de la création de la pièce. Ah, oui, oui. Et il influe sur une pièce qui ensuite bougera, mais Qui d'une certaine bougera, qui manière, se renouvelle, qui sera différente. c'est Parce le que lieu d'Avignon qui aussi ah ouais. informe Mais il va, l'espace et c'est la sûr pièce. que, et même d'ailleurs, je dirais le lieu et le vent qu'on a eu les premiers jours, ça s'imprime, mais c'est comme un corps, il est imprimé de tous les bonheurs, de tous les chocs, les cellules, et le cac. Et le spectacle, c'est pareil, il sera imprimé de cette création au cloître des Célestins, et du vent, et de tout, et des oiseaux, et voilà. D'un acteur inconstant, le vent. Un acteur inconstant qui nous a permis effectivement d'entendre ce bruissement des feuilles. Vous évoquiez la musicalité de la goutte d'eau, mais il y avait ce bruissement aussi des deux platanes de ce cloître des Célestins et qui participait pleinement à ce que représente le spectacle que vous nous avez offert et que vous pouvez toujours découvrir jusqu'au 16 juillet prochain.
avant la tournée à Lyon et en d'autres lieux en France, où vous pouvez le conseiller à ceux et celles que vous connaissez et qui ne peuvent venir jusqu'en Avignon. Donc nous ne pouvons que vous remercier, Marie Vial, d'être venue nous rencontrer, de partager ce qui vous tenait à cœur dans ce spectacle et de partager au gré d'un cœur à cœur ou d'un accord avec le public ce qui a été vécu lors des dernières représentations. Et puis nous vous souhaitons une belle suite dans ce jardin que vous aimez. Merci beaucoup. Non pas seulement qu'on aimait, mais que vous aimez. Et puis nous nous retrouvons, si vous le désirez bien, donc pour ces rencontres de foi et culture, comme je vous l'évoquais en début de rencontre, le 19 juillet prochain, donc avec Olivier Py au sujet donc de ma jeunesse exaltée, et puis dans l'entre-deux de ces rencontres au cinéma Utopia, donc avec ou sans Dieu, avec ces 2 documentaires autour de Didier Ruiz et de la figure tutélaire, si je puis m'exprimer, des rencontres foi et culture, du père Robert Chave. Merci encore, Marie Vial. Merci vraiment, merci beaucoup, merci. Et je voulais remercier encore l'équipe du Théâtre des Italiens qui nous accueille et de l'équipe RCF Vaucluse qui nous permettent d'organiser ces rencontres dans le cadre de Foi et Culture du diocèse d'Avignon. Merci.